Bonjour Sylvain, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis à la base, je suis journaliste sportif, donc j'ai obtenu un baccalauréat de l'UQAM en communication journalisme au début des années 2000 et j'ai travaillé comme journaliste pendant plusieurs années. Par la suite, ce travail-là m'a permis d'entrer dans le mouvement olympique qui m'a permis de travailler sur 6 Jeux olympiques entre Pékin 2008 et Paris 2024. Je gère essentiellement l'organisation des grands événements sportifs internationaux, mais aussi des événements multilatéraux. Donc, je n'ai pas fait que du sport. Et dans les dernières années, je me suis plus concentré dans les événements sur les opérations protocolaires en lien avec les événements. Donc, mais le sport a toujours été une très grande passion pour moi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la traduction? En fait, quand on est journaliste au Québec, ben, la traduction, c'est un peu la deuxième nature parce qu'on doit constamment traduire des dépêches d'agences de presse, essentiellement des dépêches en anglais, donc de Reuters, Associated Press et tout. Donc, mon métier faisait en sorte que oui, je couvrais des événements sportifs, mais je devais aussi beaucoup traduire des dépêches, des articles, des fois de ESPN ou TSN, peu importe. Donc, je me suis fait la main à la traduction de cette manière-là. Et j'ai vu l'offre pour aller travailler comme traducteur aux Jeux olympiques en Chine en 2007. À l'époque, ça s'appelait l'OFQJ, les Offices franco-québécois pour la jeunesse. Maintenant, ça s'appelle LOGIQ. Moi, c'est les Offices Jeunesse Québec, un truc comme ça. C'est quoi la traduction sportive? Il y a des dizaines et des dizaines de sports. Donc, nous, on connaît évidemment les sports en Amérique, les sports olympiques et paralympiques. Donc, on est sur une quarantaine de sports différents qui ont tous des terminologies différentes, des lexiques différents. Donc, ça demande quand même quand même une très bonne connaissance de l'écosystème sportif parce que une personne ne fera pas nécessairement que traduire des textes sur le hockey. C'est possible, mais souvent, surtout dans le domaine des Olympiques et ce que moi, mon équipe faisait pendant les Jeux en Chine, ben, c'était de traduire tout ce qui relevait de la terminologie spécifique des sports, mais pas que, parce que, en fait, nous, on devait traduire toute la documentation officielle qui était produite par le comité d'organisation euh, parce que la charte olympique impose, en guillemets, la règle. Et donc, si des Jeux olympiques sont organisés dans un pays qui a une langue autre que le français et l'anglais, évidemment, la langue du pays sera évidemment la langue, entre guillemets, numéro un. Donc, en Chine, ben, tous les textes étaient traduits en mandarin, mais parce que la charte olympique est en français et en anglais, ben, en fait, les services devaient aussi être offerts en français et en anglais. Donc, dans le cadre des Jeux en Chine, ben, tout était en français, en anglais et en mandarin. Puis récemment, avec les Jeux qu'il y avait à Milano Cortina, ben, les textes qui étaient produits par le comité d'organisation étaient en italien, en français et en anglais. Est-ce que ça s'adresse aux athlètes, aux coachs, aux juges, au public? Dans l'ensemble, c'est essentiellement pour les comités nationaux olympiques et paralympiques. Un des exemples que je pourrais donner, c'est le manuel des chefs de mission. Donc, c'est un manuel assez technique parce que les chefs de mission, en fait, c'est un peu le chef de la délégation pour tout ce tout ce qui concerne les opérations au jeu. Donc, ils vont expliquer dans ce manuel-là les opérations au village. Ils vont expliquer les sites de compétition. Ils vont expliquer les aspects sécuritaires. Donc, ça touche vraiment tout, tout ce qui se passe au jeu, en fait, tout ce qui concerne la réalité d'une délégation et pour les athlètes au jeu. Et c'est un document qui peut faire facilement au moins 200 pages et c'est à chaque année, à partir de, je crois, c'est 3 ans avant le début des Jeux, il y a un meeting avec tous les chefs de mission de tous les pays. Donc, il y a énormément de documentation qui est produite à ce moment-là. Donc, ça, c'est pour les comités nationaux olympiques et paralympiques. Et aussi tout ce qui relève des guides des spectateurs ou toute la signalétique sur les sites de compétition qui seront en français, en anglais et en mandarin ou en italien ou en suédois ou peu importe, ou en allemand si les jeux sont en Allemagne. Donc, toute la signalétique est traduite donc dans les langues officielles et aussi beaucoup d'informations pour les médias, surtout beaucoup d'informations pour les médias parce que
toutes les biographies des athlètes. À l'époque, évidemment, le modèle d'affaires a bougé un peu, mais quand j'ai fait les Jeux en 2008, en fait, toutes les biographies de tous les athlètes et les résultats historiques de tous les athlètes, et on parle de 10 000 athlètes, devaient être traduits. Disons que le volet traduction de biographie d'athlètes et de coachs a vraiment pris la très grande majorité de notre temps à partir de, je dirais, avril ou mai 2008. Donc, on est environ 3 mois avant les Jeux. À la fin, ce n'était que des biographies d'athlètes. Donc, on en a traduit et révisé au-dessus de 10 000. Il y a un service qui est fourni par le comité d'organisation. À l'époque, le nom a changé. À l'époque, ça s'appelait le service des nouvelles olympiques, donc Olympic News Services. Et en fait, il y avait des journalistes des journalistes du comité d'organisation qui allaient dans ce qu'on appelle les zones mixtes. Les zones mixtes, c'est l'endroit à l'extérieur des sites de compétition où les athlètes font les entrevues avec les médias et télé, et la radio et la presse écrite. Et donc, le comité d'organisation avait du personnel dans les zones mixtes, faisait les entrevues avec les athlètes et nous envoyait par la suite au centre de diffusion ce qu'on appelait les flash quotes. Donc, en fait, c'était des citations éclairs des athlètes que l'on devait traduire de l'anglais vers le français. Donc, pendant les Jeux, à tous les jours, l'essentiel de notre travail consistait à traduire des centaines et des centaines dans une journée, il y a peut-être, s'il y a une douzaine de sports en compétition cette journée-là, ben, ils vont parler aux médaillés, ils vont parler à peut-être une personne, un athlète qui s'est blessé. Donc, on recevait des centaines de textes à traduire par jour. Et en période de jeu, l'équipe francophone. Donc, il y avait les citations arrivaient à nous au centre de presse en anglais. Et il y avait deux équipes. Donc, déjà, le matériel avait été produit en anglais. Il y avait une équipe francophone qui traduisait de l'anglais vers le français. Il y avait une équipe chinoise, donc il y avait des employés locaux qui traduisaient de l'anglais vers le mandarin pour les médias chinois. Donc, vraiment, pendant les Jeux, le cœur du réacteur, c'était vraiment la traduction de tout ce qui se passait sur les sites de compétition. Parfois, c'était des citations d'athlètes, mais parfois, souvent, c'était aussi des résumés. Est-ce qu'on doit connaître la terminologie du matériel, des techniques, etc. de chaque discipline? Il y a des termes comme au hockey ou au baseball. Donc, les équipements, c'est des termes qui sont souvent anglicisés, même dans des sports comme le snowboard, le surf des neiges, comme on dirait. À la base, les termes, c'est des sports assez jeunes et les termes sont en anglais et surtout les figures, le nom des manœuvres qui sont effectuées par les athlètes sont en anglais. Donc là, ça devient très, très, très difficile de les traduire, mais pour, disons, des sports, au golf, en anglais, ils vont dire un birdie, on traduit par un oiselet, un aigle, c'est un eagle, un albatros. Donc, il y a beaucoup de termes. Et donc, si la personne n'a pas d'expérience en sport, ça peut devenir difficile aux Olympiques parce que il y a une trentaine de sports. Donc, il faut savoir que, je ne sais pas, un as au tennis ou un as au volleyball ou un juge de ligne. Donc, parfois, un referee, un linesman, c'est pas la même chose. Donc, il y en a un, c'est un juge de ligne, l'autre, c'est un arbitre. Alors qu'une personne, quelqu'un qui est dans les gradins pourrait penser que une personne qui a un chandail noir et blanc en zèbre, c'est un arbitre. Alors que, non. Il y en a un qui c'est un arbitre, l'autre, c'est un juge de ligne. Donc, il y a certaines terminologies, il y a certains termes qui sont vraiment propres à chaque sport. Et comme par exemple au hockey, on va dire c'est un entraîneur. Au baseball, c'est un gérant, mais c'est un coach. Mais c'est pas le même terme qu'on utilise. Donc, il y a vraiment des spécificités qui sont propres à chaque sport. Et donc, pour ça, avoir une expérience, avoir évolué dans le domaine du sport sans nécessairement avoir été journaliste, mais évidemment, le fait d'être journaliste te donne, disons, peut-être un entraînement accéléré pour connaître le plus de termes possible parce que ça fait partie de ton travail. C'est sûr que d'avoir une solide expérience en sport peut beaucoup aider et ça crée une complémentarité, en fait, dans les forces parce que si moi, j'avais pas nécessairement toute
les mêmes techniques de traduction que mes collègues traducteurs, ben, on pouvait s'aider alors qu'eux pouvaient m'aider parfois sur certaines structures de phrases, mais moi, j'allais les aider, je complétais avec des connaissances sportives qu'eux n'avaient pas. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander? Dans les dernières années, il existe en France c'est une initiative du ministère des Sports de la jeunesse et de la vie associative. En fait, il y a un réseau qui a été créé, c'est le réseau des influenceurs pour une francophonie sportive qui regroupe environ, moi je suis membre de ce réseau-là, environ près de 300 personnes qui travaillent dans le sport, mais dans le sport dans des pays francophones, d'une trentaine ou d'une quarantaine de pays. Et les gens qui sont à l'initiative du réseau, en fait, eux aussi, ils ont créé leur propre lexique par sport pour, dans un premier temps, faciliter le travail des traducteurs, mais aussi pour augmenter le rayonnement de la terminologie au sein des publics. Parce que souvent, en fait, ce que moi j'ai remarqué, c'est que souvent, en fait, les journalistes, disons, un journaliste sportif qui est spécialisé en planche à neige, ben, justement, il va avoir tendance à utiliser les termes en anglais et les publics aussi sont habitués aux termes en anglais. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire pour essayer de sensibiliser le public, à essayer de un peu changer le comportement et d'adopter des mots en français parce que ben, ces mots-là, ils existent et on essaie de les pousser, d'en faire la promotion et que ça devienne une habitude parce qu'au début, quand tu adoptes un terme, peut-être que ça peut, entre guillemets, sonner un peu étrange, sauf que ben, si ça devient une habitude, si tu l'utilises 10 fois, après 10 fois, tu vas juste l'avoir adopté et c'est tout. Les néologismes dans le monde du sport, est-ce qu'ils doivent être traduits ou laissés dans leur langue d'origine? En snowboard, on a planche à neige, surf des neiges. Je pense que les deux sont utilisés. On parle de freestyle, on va dire du ski acrobatique. Mais slopestyle, je crois pas qu'il ait été traduit, alors que big air, on a déjà commencé à utiliser le grand saut. Alors que big air, si tu traduis, ça fait grand air, sauf que le terme a été traduit par grand saut. C'est étrange. Là. On parle toujours de ski cross ou de snowboard cross, mais on dit la demi-lune. Donc, tu dis pourquoi à l'intérieur de la même discipline, on va traduire half-pipe par demi-lune et on va utiliser big air, mais pourquoi slopestyle n'est pas traduit ou n'est pas encore dans l'usage et pourquoi ski cross n'est pas traduit. Donc, et je pense qu'il y a ouais, c'est pas uniforme, puis en fait, je pense que c'est un peu comme ça je pense que c'est un peu comme ça que la langue française évolue sur certains aspects. Et c'est peut-être parfois des effets de mode. Donc, c'est un peu la flexibilité et la beauté de la chose. C'est que c'est dans le domaine public. Les termes ont été créés, il y a des traductions qui existent. Et après, ben, c'est de voir lesquels seront adoptés par l'ensemble des locuteurs. C'est quoi les défis liés à la traduction sportive? Quand tu travailles dans un cadre très multiculturel, donc là, moi, dans le cas de figure des Jeux, à la fin, pendant la période des Jeux, on était une quarantaine de francophones sur l'équipe, puis on venait de 10 pays différents. Donc, il y avait évidemment, il y avait des Québécois. Je pense qu'il y avait d'autres gens du Canada, mais qui n'étaient pas québécois. On avait des Français, des Suisses, des Belges. Je crois qu'on avait 2 personnes d'Haïti. Il y avait une francophone qui habitait en Égypte. Il y avait 2 personnes du Liban. Je crois qu'il y avait une personne du Luxembourg. Donc, on avait vraiment une belle représentativité de la francophonie mondiale. Sauf que par contre, dans chacun de ces endroits-là, ben, les gens utilisent des termes X pour parler d'une chose, alors que dans les autres environnements, ben, on va utiliser des termes différents. Donc, parfois, on avait des petits accrochages avec des collègues français qui, eux, en fait, ici, moi, maintenant, j'habite en Europe. Et en fait, en Europe, si on parle d'équipe professionnelle de hockey, ben, on va dire peut-être pas le Canadien parce que je vais prendre un autre exemple, les Maple Leafs de Toronto. Ben, en France, ils vont dire les Toronto Maple Leafs. Alors que ben, pas techniquement, mais la bonne formulation, c'est les Maple Leafs de Toronto. Donc, ils vont toujours utiliser la version anglophone du terme. Et donc, sur certains mots, donc par exemple, la séance de repêchage où les athlètes sont repêchés par des équipes professionnelles, en anglais, ils disent la draft, le draft.
le draft. Et les collègues français, eux, disent, ouais, mais c'est la draft. Mais je dis, ouais, mais ça n'existe, c'est pas un mot français. Donc, on allait dans, ça m'avait beaucoup fait rire. On avait pris le dictionnaire, on est allé dans le dictionnaire, on avait regardé le dictionnaire, j'ai dit, cherche le mot draft. Et finalement, ben, il ne trouvait pas le mot draft. J'ai dit, ben, écoute, le mot draft n'existe pas dans le dictionnaire, donc on ne peut pas l'utiliser. Et sa réponse a été de dire, ouais, mais là, putain, le dictionnaire. Je dis, ben, si c'est- écoute, est-ce que tu as d'autres outils de référence supérieurs au dictionnaire? Parce qu'aux dernières nouvelles, c'est le roi de la montagne, c'est le dictionnaire, pour moi. Donc parfois, ça pouvait mener à des petits accrochages sympathiques parce que on s'obstinait un peu sur les mots et on avait souvent la blague de dire, on faisait la blague aussi avec les journalistes, on dit toujours, ça prend combien de journalistes ou combien de traducteurs pour changer une ampoule? Ça en prend 10, ça en prend une personne pour la changer, puis 9 pour dire, ah, ça c'est bien, mais moi je ne l'aurais pas fait comme ça. Donc, en fait, c'est aussi, c'est que c'est une profession qui, ça reste qu'il y a beaucoup de subjectivité. Est-ce qu'on engage différents traducteurs à chaque fois? Chaque comité d'organisation n'investira pas le même argent dans la traduction. Nous, en Chine, la Chine avait vraiment insisté mais il y avait quand même une solide équipe, là. Il y avait vraiment beaucoup investi parce qu'ils voulaient bien faire les choses. C'est la première fois qu'ils organisaient les Jeux dans leur pays. Et 4 ans après, à Londres, je pense il y avait pas eu le même processus de recrutement parce que je pense qu'à Londres, pour eux, c'est un peu moins important qu'en Chine. Et par la suite, au Brésil, en 2016, ben, il n'y avait presque pas. Je pense que ça avait été. Le contrat avait été externalisé, ça avait été fait par une compagnie qui n'était même pas basée au Brésil. Donc, le contexte de chaque édition des Jeux olympiques est trop différente pour être répliqué d'un pays à l'autre. Et si tu regardes après Rio, c'était Tokyo, c'était les Jeux pendant la COVID, où ben, possiblement, manifestement, les mêmes services n'ont pas été offerts. Et en Paris, en 2024, c'était à Paris, où tu n'avais pas besoin de traduire en français parce que tout était déjà produit en français. Il y a de plus en plus de services d'interprétation qui sont faits à distance. Donc, pour sauver des coûts, en fait, disons qu'il y a une conférence de presse, ben, la conférence de presse existe, elle est retransmise à la télé. Et au lieu que l'interprète soit dans une petite boîte, comme on a d'habitude de manière plus traditionnelle au fond de la salle, mais parfois, en fait, l'interprète est même pas là. L'interprète est dans un autre pays, mais lui, il reçoit l'alimentation, puis il traduit directement de son ordinateur de chez lui. Donc, la business a quand même beaucoup évolué dans les dernières années. Il y avait vraiment un esprit de corps qui s'est créé parce qu'on était un petit groupe de, comme on dit en mandarin, des Lawai. On était un petit groupe de Lawai qui était un peu, qui essayait de s'intégrer du mieux qu'il peut, mais c'était assez difficile dans des circonstances de travail assez difficiles parce que pour nous tous, c'était la première fois qu'on faisait les Jeux. C'est le plus grand, c'est l'événement le plus gros et complexe sur la Terre. Donc, travailler sur les Olympiques, c'est pas la chose la plus facile au monde parce que c'est beaucoup de stress. C'est des longues heures. Voilà. Donc, je pense que c'était vraiment un petit microcosme unique qui avait été créé pour ça. Et je pense pas qu'après, et surtout les Jeux d'hiver, par là, c'est beaucoup plus petit. Donc, les besoins sont pas les mêmes. Et encore une fois, ça dépend vraiment. Je pense que ce qui dépend beaucoup aussi, c'est comment le pays hôte décide de s'investir et de prendre le sujet à bras-le-corps. À quoi ressemblait ton horaire? Ben, à Pékin, en fait, les premières épreuves sont le matin. Ça commence à 8 9 heures, puis ça finit à. Généralement, les compétitions s'échelonnent sur peut-être environ dans une journée, peut-être ça peut aller sur 14 15 heures. Donc, parfois, ça dépend aussi des contrats de télé parce que certaines épreuves, en fonction d'où ont lieu les Jeux, l'horaire des épreuves varie parce que la zone, le fuseau horaire le plus important, c'est l'heure de l'Est. Parce que c'est aux États-Unis, c'est le prime time, comme on dit. Ben, le prime time, c'est le prime time de l'heure de l'Est parce que c'est NBC qui est le diffuseur officiel au JO. Et NBC, c'est le diffuseur qui paye le plus
pour obtenir les droits des JO. Et donc, c'est pratiquement eux qui décident quand les épreuves sont, à quelle heure, parce que eux construisent aussi leur horaire en fonction de leurs heures de grande écoute. Donc, je me souviens quand je travaillais pour le comité olympique en Russie pour les Jeux à Sochi, les épreuves de ski acrobatique, donc les épreuves de boss, étaient le soir après minuit parce que avec le décalage horaire en Amérique, je pense, c'était au milieu de l'après-midi et c'était le meilleur moment. C'est ce qu'il y avait, ce qui était le plus optimal en termes d'audience télé. Et par contre, l'épreuve n'aurait pas pu avoir lieu à 8 heures PM, heure de l'Est, parce que ce moment-là, il aurait été 4 heures du matin en Russie. Là, tu fais pas concourir les athlètes au milieu de la nuit. Mais tu sais, je pense qu'il y avait étiré un peu la logique pour que les compétitions soient le plus tard possible pour essayer de satisfaire, entre guillemets, NBC le plus possible pour qu'eux aient les meilleures audiences. Est-ce qu'il faut être polyglotte? Ben, peut-être pas autant que le pape, mais pas obligé de parler 9 langues, mais ou d'en parler 4 ou 5, mais ça nuit jamais quand surtout si tu remplis ta mission dans un pays au JO, disons justement au Brésil, ben, si tu parles portugais, ça peut être utile. Donc, le fait, OK, tu parles français, anglais, peut-être un peu espagnol, mais si tu parles portugais, en fait, ça ne va que rendre ton expérience pendant les Jeux plus agréable parce que ça va te permettre de mieux connecter avec la population locale. Si tu parles italien puis tu vas aux Jeux en Italie, c'est sûr que ça risque d'être plus intéressant que si tu parles pas du tout italien. Donc, c'est sûr que ça peut aider plus par rapport à l'expérience globale de la personne, mais sur la traduction en tant que telle, je crois pas que l'impact soit majeur parce que tu vas toujours traduire de l'anglais vers le français ou de l'anglais vers l'autre langue, que ce soit l'allemand ou l'italien ou le mandarin ou le portugais. Peux-tu nous parler d'un moment où tu as été le plus fier? Ben, je dirais que d'avoir traduit toutes les biographies d'athlètes en 4 mois et de les avoir traduit et révisées, parce que souvent les qualifications des JO, certains athlètes se qualifient 2 semaines avant les Jeux. Donc, nous, on avait même des bios d'athlètes qui se sont même pas qualifiés aux Jeux. Donc, au début, on recevait vraiment des lots de bio. Il n'y avait aucune, je pense que c'était en ordre alphabétique. Mais j'avais dit, mais on ne peut pas le faire. On va juste traduire en ordre alphabétique parce que c'est peut-être des bios là-dedans d'athlètes qui sont déjà qualifiés versus d'autres qui ne sont pas qualifiés. Donc, on doit créer un système de classification pour s'assurer qu'on le fait de manière méthodique et constructive. Donc, j'avais dû faire un peu d'ingénierie à travers le document pour s'assurer que quand on traduisait des bios, les athlètes étaient déjà qualifiés pour pas qu'on fasse le travail en double ou qu'on traduise des bios d'un athlète qui n'irait pas au jeu. Et finalement, comment la traduction contribue-t-elle à renforcer l'esprit olympique? L'esprit olympique, c'est un esprit d'universalité, c'est un esprit d'amitié entre les peuples. C'est un peu quétaine, là, mais ça reste que c'est, tu sais, ça reste que c'est l'éthos du mouvement olympique. C'est vraiment la fraternité entre les peuples. C'est peut-être un peu une lubie de l'esprit présentement, mais je pense qu'au contraire, c'est des trucs qui sont assez importants. Je pense que c'est des valeurs qu'on devrait avoir avec nous à tous les jours et l'appliquer dans notre vie à tous les jours, ça pourrait aider. Définitivement, ça ne nuirait pas. Donc, de faire partie d'une équipe d'une quarantaine de personnes qui vient d'une dizaine de pays et qui partagent la même langue, c'est sûr que ça crée un lien. Ça crée une compréhension et ça crée un peu un unisson dans la culture francophone, d'avoir des francophones d'Haïti, de Roumanie, du Vietnam, d'Égypte. Donc, on se rassemble autour d'une langue commune, un attachement par rapport à la langue, un amour de la langue, euh, et donc d'échanger sur la langue et de voir comment tu travailles pour faire que ta langue ou que cette langue-là euh, continue à évoluer parce qu'en fait, quand tu es au contact des autres cultures, tu vas apprendre plus par rapport à ta langue que si
tu n'es que avec les gens de ton clan. Donc, d'avoir des francophones de 10 ou 12 pays travaillant sur le même projet. Le fait d'être dans un environnement qui foisonne d'idées euh, est quand même en lien avec l'esprit olympique. Et je dirais que dans mon cas, en fait, d'avoir travaillé dans ce contexte-là, qui était assez difficile parce que tu es dans un pays qui est très loin de chez toi, mais tu es dans un petit groupe et tu tiens et tu as à cœur le succès des autres et tu vas te porter à la défense de tes collègues. En fait, dans un contexte interculturel ou multiculturel, dans mon cas, en fait, c'est ce qui a forgé ma carrière. Moi, ce qui me dit, OK, l'esprit olympique, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast.